Bonjour. Bonjour mesdames. Bonjour. Bonjour Sophie, bonjour Kaltoum. Bonjour Pascal, bonjour Kaltoum. Alors je vous laisse démarrer le webinaire et je vais me faire discrète pour le démarrage. À tout à l'heure pour les questions-réponses. Oui, merci beaucoup Pascal. Alors bonjour à toutes et à tous, merci de nous avoir rejoints. Vous êtes déjà de nombreux spectateurs à participer à cette 8e édition du salon Rebond Cadre, organisé par l'UTC, donc ses partenaires, en mode virtuel et en direct. Vous êtes cadre en transition professionnelle, alors l'UTC vous invite à booster votre dynamique de recherche d'activité avec ce thème aujourd'hui qui est vers ce nouveau rapport au travail dû à cette crise sanitaire puis économique. Vous venez de vous connecter à ce webinaire dans le salon L'équipe, l'espace numéro 1 de la journée, de cette journée riche en activités, en webinaires, en table ronde, en rencontres, en informations que propose l'UTC. Nous sommes en compagnie de Sophie Kazanowski autour du sujet effectivement du facteur humain dans l'ère du tout connecté, du numérique. L'homme, vous allez nous le rappeler, Sophie Kazanowski, c'est, comme vous l'avez dit dans votre présentation préliminaire, c'est la force vive de toute organisation professionnelle. Mais juste avant, Sophie Kazanowski, un mot ou deux sur vous, votre parcours et pourquoi avoir choisi cette thématique, il y a déjà fort longtemps, de l'humain dans l'organisation du travail. Merci Kaltoum. Je suis Sophie Kazanowski, donc je dirige un cabinet conseil et formation en développement personnel à caractère professionnel. On est implanté dans les Hauts-de-France depuis 27 ans. C'est vrai que j'ai mis un focus dans la présentation sur le facteur humain qui est vraiment une force vive dans l'entreprise. Et on se rend bien compte aujourd'hui qu'effectivement, à l'ère du tout connecté, ce qui est d'un confort en soi, ce qui le prouve aujourd'hui par l'exercice qu'on partage, dans l'ère du tout connecté, on ne doit surtout pas oublier un logiciel qui est le logiciel propre à notre fonctionnement, notre propre ressource humaine. Aujourd'hui, je suis accompagnée par Pascal Bachmann, qui est modérateur, et puis par vous, Kaltoum, qui va participer à l'animation de ce temps d'échange. Je vais commencer mon intervention, si vous voulez bien, Kaltoum, pour répondre à votre question, par la thématique même du salon. J'ai envie de dire que la thématique du salon donne matière à questionnement, matière à réflexion, et en même temps, elle nous donne la réponse, une des réponses en tout cas, quand on voit effectivement dans la présentation l'intitulé du salon Soft Skills et l'accompagnement à la transition professionnelle, on est en questionnement et on a la réponse. Tout simplement parce que les soft skills, c'est ce que vous avez souligné, cette force vive que représente effectivement le facteur humain. On déclinera tout à l'heure ce qu'on peut en entendre, cette ressource humaine. Et on ne peut pas faire l'économie dans le cadre d'un accompagnement à la transition professionnelle que d'intégrer finalement dans la boîte à outils qui doit être mise à notre disposition tout un travail en développement personnel à caractère professionnel. Dans ce même intitulé de salon, on a le verbe rebondir qui à nouveau nous ramène à la réalité que vous soulignez. Si je veux rebondir, ça sous-entend que je sois affirmée. Si on fait un lien étroit avec la thématique, le cœur d'activité de mon cabinet, on a bien compris que l'affirmation de soi, à un moment donné, peut être heurtée ou entravée quand on est dans un parcours de transition ou de reconversion, parce que qui dit transition, reconversion, nous dit bien de passer d'un état à un autre, et on sait pertinemment que si on n'a pas cette capacité à rebondir, comme vous le dites, effectivement, si on n'est pas affirmé, on ne peut pas rebondir. Rebondir, c'est bien l'expression d'une mise en mouvement mental et physique qui me demande effectivement de créer de l'action, action qui parfois peut être ralentie ou limitée par rapport à des obstacles, voilà, mais d'avoir cette capacité dans le dépassement de soi pour réussir finalement à me positionner pour travailler un projet de reconversion, de transition, d'accord ? Pour finalement me positionner en étant sécurisée, voilà, c'est indispensable que de travailler ce que vous soulignez, les soft skills. Alors justement, vous avez employé cette expression d'affirmation de soi.
Ça paraît évident, mais finalement, c'est le plus compliqué chez l'être humain que nous sommes, s'affirmer. Mais dans quel but? Dans le monde de l'entreprise. Est-ce que c'est pour mieux occuper son poste, pour monter en compétences, pour ne plus résister au changement? Alors, dans le monde de l'entreprise, hein, donc là on parle du monde de l'entreprise, on ne parle pas effectivement d'un processus de transition et de reconversion. Dans le monde de l'entreprise, aujourd'hui, 62% des dirigeants et des cadres, Kaltoum, d'accord, dans le cadre du recrutement, moi ça me rassure, hein, laisse une place prépondérante finalement aux soft skills, c'est-à-dire à ce qu'on appelle autrement fonctionnement affirmatif, aptitude personnelle, ou on peut aussi l'appeler savoir-être. Donc, si en fin de parcours de recrutement, pour faire un choix du candidat entre guillemets idéal, on s'attache davantage à la ressource humaine, moi ça me rassure, voilà. Mais indépendamment de moi, ça veut dire que demain, dans le monde de l'entreprise, après ce recrutement, vous allez exiger de moi de développer une technique qui est liée effectivement à un cursus de formation technique et pratique. Mais si je suis une femme affirmée dès le recrutement, Kaltoum, ma posture professionnelle sera plus sécurisante pour moi et pour vous si vous êtes mon employeur. Prise de fonction beaucoup plus rapide, capacité à développer mon autonomie dans ma mission, travail d'équipe, sans développer bien sûr ce qui peut complexifier les rapports humains, le rapport effectivement de force, les a priori qui font qu'on ne peut pas être dans une cohésion d'équipe, la prise d'initiative. Enfin, ce que vous dites aujourd'hui, je crois que ça devient, c'est en train de devenir une des priorités, en tout cas dans le cadre du recrutement et dans le cadre de la formation aussi. Mais alors, cette question-là, cette thématique, on l'a dit, vous faites un peu même figure de pionnière parce que reposer sur la ressource humaine, vous avez créé votre cabinet dans les années 90 et c'était déjà pour vous le sujet du moment, en tout cas le sujet de l'avenir dans le monde professionnel qu'est l'humain. Pourquoi ça a mis autant de temps finalement aujourd'hui? Est-ce qu'il fallait une crise sanitaire, une épidémie, une pandémie? Alors c'est intéressant Kaltoum parce que c'est un sujet que j'aimerais développer à un autre moment dans notre rencontre du jour, peut-être, suite à notre rencontre du jour. En fait, si vous voulez, quand moi j'ai créé en 93, j'étais convaincue que c'était extrêmement important. Mais ce qui est important, c'est pas de parler du cabinet aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qui me semble important, vous avez raison. Depuis cette crise sanitaire, on a parlé des conditions de travail des personnes qui sont en télétravail, des conditions de travail des hommes et des femmes qui sont, comme la plupart d'entre nous, qui doivent travailler en présentiel avec une crispation émotionnelle. On n'a jamais autant parlé de l'humain dans un environnement professionnel. On a juste oublié, comme vous le savez, de parler peut-être des gens qui sont privés de l'emploi et qui sont en reconversion. Et vous savez, on en a échangé toutes les deux. Et je pense que c'est important aujourd'hui de se rendre compte qu'on réfléchit enfin à l'importance que génère chez moi comme chez vous le phénomène d'appartenance et de reconnaissance du monde économique. C'est un aspect qui est très sécure pour nous. Donc, obligatoirement, quand je suis en emploi avant la crise sanitaire, j'imagine pas à quel point ça m'impacte dans mon équilibre psychosocial. Mais dès que je vis la première crise sanitaire, vous savez comme moi, des hommes et des femmes sur le premier confinement ont développé en fait des difficultés qu'on retrouve chez une personne privée d'emploi en reconversion ou pas. Vous voyez? Alors, voilà pour le postulat, la quête de sens que recherche l'affirmation de soi, que recherche le cadre dans son entreprise. Maintenant, comment fait-il? Quels sont les outils? Quelle est la boîte à outils de Sophie Kalzalensky? En fait, aujourd'hui, dans le cadre des missions qui nous sont confiées en entreprise, les dirigeants qui commandent, sous couvert de l'accord, bien sûr, souvent des collaborateurs, c'est des inconforts dans la posture, une difficulté d'autonomie, une difficulté dans la prise de parole, une difficulté dans savoir travailler ensemble dans une équipe alors qu'on a des référentiels différents. On se rend bien compte aujourd'hui que la première relation qu'on entretient, c'est avec soi et que cette relation, obligatoirement, elle impacte la place qu'on occupe dans le monde du travail. Et en fait, il y a beaucoup de paramètres. Ces paramètres, on appelle ça les capacités liées à l'emploi. Parce qu'aujourd'hui, la compétence, et ça aussi, j'ai envie de dire, c'est une définition qui est quand même presque, j'ai envie de dire, archaïque. Il faut
il faut obligatoirement mieux l'illustrer. Dans compétences, il y a bien sûr technique et cette fameuse ressource humaine dont on est en train de parler, qui me permet finalement de pouvoir développer pleinement mes compétences sur un registre qui est lié au savoir-faire et au savoir-être. Alors concrètement, le cadre, comment allez-vous agir sur lui pour développer cette affirmation, cette confiance, ces compétences? Si le cadre est en emploi, tout si vous voulez, il y a un diag. Dans ce diag, on va prendre en compte le dernier entretien annuel. Il va lui-même exprimer, parce qu'il faut que ça parte de lui, quels sont effectivement ses axes de progrès. On parle bien d'axes de progrès. Et de là, on partira de sa grille de lecture à lui. Et on est dans un rapport gagnant à lui, parce que lui-même parle de ses inconforts. Et de là, effectivement, on va se rendre compte que le cadre va souvent exprimer cet inconfort sous couvert de la confiance en soi, qui serait pour lui l'élément qui vient créer l'inconfort. Et là, on va devoir systématiquement rappeler de quoi ça parle la confiance en soi, parce que c'est un terme qui est galvaudé, qui a perdu de son épaisseur. Et on va aussi lui permettre de se rendre compte que la confiance en soi n'est pas un petit satellite tout seul, et que cette confiance, effectivement, elle est bien l'expression d'un ressenti qu'on ne remet pas en cause, mais qu'elle fait partie d'une mécanique sur laquelle nous allons travailler. Et cette mécanique, en faisant très simple, nous parle du rapport qu'on entretient à l'image de soi, la représentation mentale qu'on a de soi, qui va déterminer le rapport à l'estime de soi. Là, c'est très intéressant, parce que c'est bien l'interaction entre l'image que j'ai de moi et l'estime de moi qui me permet de développer la confiance en moi. Et la définition la plus simple qu'elle tourne, c'est vraiment je me reconnais un potentiel, et ce potentiel, c'est ma ressource humaine. Et ça répond bien à ce qu'on a dit tout à l'heure. Aujourd'hui, si vous voulez, si moi, je ne ressens pas cette confiance, qui est la finalité du rapport que j'entretiens avec l'image de moi, on l'a bien compris. Si je ne ressens pas cette confiance, je ne peux pas être sécure. Et si je ne suis pas sécurisée, je ne peux pas pleinement remplir à bien ma mission. Donc ça se tourne contre moi parce que c'est anxiogène, et ça peut devenir anxiogène pour mes collaborateurs, voire même en termes d'efficacité purement technique, ça peut altérer mon efficacité technique. Merci. Merci beaucoup, Sophie. Alors, je rebondis sur ce qu'a écrit notre modératrice Pascale Bachmann. Vous pouvez effectivement poser, vous, les spectateurs aussi, de plus en plus nombreux là, à suivre ce webinaire avec Sophie Kazanowski. Vos questions-réponses, elles peuvent arriver, vos questions déjà, dès maintenant. N'hésitez pas, pour le temps qui nous reste jusqu'à 10h45, mais les questions peuvent être posées dès maintenant, ou des compléments d'information, des commentaires, des partages d'expériences. Alors, petite question de mon côté, justement, vous parliez du diagnostic que l'on peut effectuer vers le salarié. Si on était un peu, pragmatique et concret, pour cette fois le chef d'entreprise, le retour sur investissement de tout ce travail, on sait que la ressource humaine, c'est aussi un puissant levier économique finalement. Ah non, mais là, on va y gagner. Je suis convaincue, si vous voulez, et on se rend bien compte malgré tout qu'il y a une évolution. Hier soir, j'étais avec un directeur général qui jusque-là était frileux par rapport à la démarche. Et suite aux entretiens annuels, donc on s'est rencontrés il y a 3 ans, donc on se rend bien compte qu'il faut vraiment beaucoup de temps. Suite aux entretiens individuels, tous les cadres ont souhaité entreprendre la démarche. Donc là, ça veut dire qu'on le vit plus comme étant une plus-value, mais de toute façon, moi, je le vis comme une plus-value. Je dis bien axe de progrès, et j'emploie pas le terme problème, difficulté. C'est-à-dire qu'on a tous un potentiel. Ce potentiel, si vous voulez, à un moment donné, l'entreprise permet effectivement au cadre de le visiter ou de le revisiter pour d'abord identifier ce qui est l'atout majeur, parce que nous avons tous des atouts majeurs, et seulement après, identifier des freins que nous nous mettons. On a bien compris que c'est nous, tant que l'image de soi finalement n'est pas confortable, il y a une émotion de vie qu'on rencontre tous, on y est tous passés de toute façon à des moments différents plus ou moins longtemps. Cette émotion de vie, c'est l'expression de la peur, et c'est vrai que tant qu'on n'apprend pas à accueillir cette peur et à la relier finalement au rapport qu'on entretient avec l'image de soi dans le rapport aux autres, si vous voulez, ça vient complexifier le rapport au travail. Très bien. Alors, moi, j'ai une question. On parle toujours des soft skills, mais qu'est-ce qui se cache derrière? C'est quoi ces qualités, ces compétences? Si vous voulez, moi, la première, je réponds à des marchés publics avec cet intitulé, et j'ai envie de dire, ça m'agace un peu, parce qu'effectivement, on pourrait le traduire dans notre langue, qui
effectivement, si on va sur notre ami Google, là, on va se rendre compte qu'il y a énormément de définitions. Donc, les définitions sont simples, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, aptitude. Alors, on voit même des concepts qui sont isolés. On voit même le concept de confiance en soi totalement isolé. On voit savoir-être, on voit aussi qualité relationnelle douce. Enfin, j'ai envie de dire, chacun y met un petit peu ce qu'il veut. C'est ça qui est bien triste. Alors que si dès le départ, on avait pris un terme qui est plus lié à l'usage de notre langue, ça parle de compétences douces, ça parle d'une science molle qui est le développement personnel, si vous voulez. Et même le terme développement personnel, il a été très très longtemps galvaudé et aussi malmené. Alors que pour moi, en tant que femme et pour vous, pour se développer en tant que cadre dans notre vie professionnelle et dans notre vie personnelle, le facteur qui va déterminer notre développement personnel, c'est bien l'affirmation de soi. Et malheureusement, l'expression de l'affirmation de soi, elle n'est pas souvent utilisée. On fait des raccourcis. Donc, soit on utilise un concept qui est encore un petit satellite, soit vous parlez que de l'estime de soi, soit que de la confiance en soi, soit que l'image de soi. Et je pense qu'aujourd'hui, pour nous, si on veut réfléchir à notre mode de fonctionnement et son impact, il faut qu'on comprenne notre mécanique. Oui. Dans notre jargon à nous, on appelle ça le processus d'élaboration de l'affirmation de soi. En fait, c'est la mécanique propre qui, aujourd'hui, représente notre fonctionnement intrapersonnel. La place que j'occupe en entreprise comme en reconversion est déterminée par mon rapport à la relation que j'entretiens avec moi. En reconversion, on sait pertinemment qu'on est en perpétuel mouvement, comme en entreprise. Et en reconversion, on doit en plus apprendre à se détacher d'une activité antérieure. Alors, on a peut-être choisi cette reconversion, d'accord ? Et on doit se détacher d'une activité antérieure qui était très sécurisante pour se positionner effectivement dans une situation où on va se questionner, réfléchir vers quelque chose qui est de l'ordre de l'inconnu. Donc, si on ne peut pas se reposer sur notre propre ressource, en dehors des indicateurs techniques, si on est accompagné par un cabinet, en dehors des bassins d'emploi, j'ai envie de dire, tout part de soi, en parlant très simplement. Tout part de soi. L'expression de la confiance, c'est bien je me sens capable, de là j'ai des envies et ça m'offre effectivement des projets. Après, il faut aller vérifier la faisabilité, mais c'est important que ça parte de l'essence même de ce que nous sommes. Une autre question, avant d'aller vous dévoiler celle de Stéphane Martin qui est très très pertinente, justement je veux continuer sur les soft skills, vous avez employé l'expression de savoir-être. Oui. Savoir-être, on peut mettre aussi, on demande aux personnes de démontrer aussi qu'elles sont flexibles, on parle d'optimisme, oui, de bienveillance, d'empathie, d'adaptabilité, oui, plus que jamais en ce moment avec cette crise. Et donc Stéphane Martin, je lis votre question. Comment, alors il vous pose la question, Sophie Kaniazalansky, comment valoriser ses compétences, ses soft skills en entretien vidéo justement, comment rompre la barrière de la distance? Très bonne question, je trouve. Alors, pour répondre à la question, actuellement, c'est presque plus simple de faire des recrutements en visio qu'en présentiel avec le masque et du plexiglas. Alors, je vais vous le dire, la raison est simple, c'est que nous, on l'a vécu, voilà. Et aujourd'hui, la demande est la visio. Parce qu'effectivement, en visio, comme là aujourd'hui, si vous voulez, on a un avantage aussi, c'est qu'on est dans un environnement que nous, si moi je suis candidate à l'emploi et que Kaltoum est mon employeur, je suis là, pour tout vous dire, je suis à mon domicile, donc je suis à mon domicile, donc je suis dans un environnement sécure, la maison de Sophie, j'ai envie de dire. Voilà. Donc ça, pour nous, si on est candidat à l'emploi, c'est rassurant. Parce que quand on est en candidat à l'emploi et qu'on va à un entretien d'embauche, il y a beaucoup de paramètres qui nous sont inconnus. Alors, on a peut-être une idée du lieu parce qu'on a été voir avant où on s'était situé. On n'est pas rentré dans le bureau de la RH et du dirigeant. Voilà. On a là une possibilité déjà d'éliminer, voilà, un questionnement sur l'environnement qui peut, que l'on veuille ou pas, pour certains en tout cas, créer une insécurité. Et je répète, le fait d'être chez soi, voilà, ça peut être sécurisant. Et en dehors, effectivement, de l'écran, voilà, on voit bien que là, par rapport à l'intitulé de mon intervention, on peut associer les deux, l'ère du tout numérique et ce rapport humain. Moi, je suis avec vous, je suis pleine d'émotions quand je vous parle, j'espère que vous arrivez à les recevoir. Et justement, vous pouvez aussi bien réussir
à décliner votre identité professionnelle par visio et exprimer effectivement votre degré d'affirmation. L'un n'empêchera pas l'autre. C'est vrai qu'on est en formule buste, mais de toute façon, on sait pertinemment que quand on est en recrutement, on est derrière une table ou derrière un bureau. Donc, d'après moi, ça ne change pas grand-chose. C'est peut-être même presque un atout pour certains d'entre nous que de pouvoir le faire de son domicile. Je le pense. En tout cas, moi, j'ai des retours à ce niveau-là, des retours sur des postes très différents. Apparemment, ça crée un confort et je le pense pour le vivre aujourd'hui avec vous. Alors, Stéphane Martin rebondit, mais également d'autres personnes. Stéphane Martin nous demande, ne pensez-vous pas que l'on perd du coup la perception sensorielle, cette fameuse poignée de main, la posture du bureau, le contact physique, tactile, presque proche, la proximité en fait. Est-ce bien ça? C'est vrai qu'en présentiel, au niveau de la charge émotionnelle, vous avez tout à fait raison. Il y a une charge émotionnelle qui est beaucoup plus forte quand on se rencontre sur un même lieu. Je suis totalement d'accord avec vous. Mais j'ai envie de dire, en ce moment, il faut s'adapter. Voilà, donc justement, vu qu'on parle des soft skills, un recruteur qui se rend compte qu'on a aussi cette appétence, qu'on arrive à la traduire dans le cadre d'une visio, si vous voulez, c'est aussi très sécurisant pour lui. Alors, pour deux raisons. Est-ce qu'il est en plein recrutement et qu'il doit absolument trouver le candidat qui lui va le mieux? Et une deuxième raison, voilà, on a bien conscience que cette situation sanitaire va encore durer et qu'aujourd'hui, pour éviter la prise de risque, voilà, pour vous comme pour le recruteur, l'usage du recrutement via la visio se fait et va de plus en plus se faire. Alors, nous avons Sarah Ouadia qui dit qu'elle trouve ce que vous dites très intéressant, que se détacher d'une activité intérieure très sécurisante vers aller vers l'inconnu, mais elle a du mal à faire le deuil de son ancien poste. Quelles ressources, justement, monopoliser pour y arriver afin d'aller de l'avant et de concrétiser son projet, Sarah? Faire le deuil. D'accord. En tout cas, rapidement, parce qu'il y a beaucoup d'informations dont j'aurais besoin pour pouvoir mieux y répondre. En tout cas, c'est déjà très important de savoir si c'est une reconversion qui est choisie, voilà, ou subie, il y a une grande différence. Si c'est une reconversion choisie, je suis tout à fait d'accord avec vous. Il peut y avoir quand même une difficulté à se détacher d'une situation professionnelle antérieure. Parmi les pistes qu'on peut donner là, sans rentrer dans plus de connaissances de votre parcours et de votre devenir, il y a beaucoup finalement de compétences qu'on pourra en fait injecter, j'ai envie de dire, dans le projet qui est en devenir. Mais si c'est un vrai choix, votre conversion... C'est pas choisi dans son cas. Ah, c'est pas choisi. Dans son cas. D'accord, c'est pas choisi. Donc obligatoirement, c'est beaucoup plus complexe. Bien sûr, c'est beaucoup plus complexe. Sandrine, oui, allez-y. C'est beaucoup plus complexe quand c'est pas choisi, si ce n'est que malgré tout, souvent, il y a une technique et aussi tout ce qui est lié justement aux soft skills que vous pouvez, j'ai envie de dire, transférer dans votre réflexion sur votre devenir. Bien sûr. D'autres intervenants, d'autres spectateurs et l'intervention de Sandrine Lamy-Satz. Pensez-vous que l'envoi d'un CV vidéo peut aider et mettre en valeur ces fameuses soft skills? Un CV vidéo. Oui, je le pense. Alors, plus aujourd'hui, vous m'auriez posé la question il y a un an, j'aurais pas su vous répondre parce que moi-même, je n'étais pas si sensible à la nouvelle technologie. Oui, je le pense. Et oui, parce qu'en fait, comme moi, vous savez qu'une photo, c'est statique. Dans une photo, sur un CV, il n'y a pas cette charge émotionnelle que l'on partage aujourd'hui. Et en fait, si vous voulez, ça nous ramène à l'essentiel, à ce fameux facteur humain dont vous parliez tout à l'heure, Kaltoum. Nous sommes des humains, nous sommes un tissu émotionnel. Et quand on parle de soft skills, n'oublions pas, ça nous parle de la gestion de l'émotion. Je reviens sur un terme que vous avez employé tout à l'heure, un concept clé même, Kaltoum, savoir-être. Là aussi, c'est un concept qui est galvaudé et qui répond aussi à la question de la participante. Savoir-être, c'est quoi finalement? Chacun aimer ce qu'il veut. Savoir ses connaissances, être aussi individu, ça part de la connaissance de soi. Et on a bien compris que dans le travail sur la connaissance de soi, on va travailler systématiquement sur la gestion de nos émotions qui impactent notre fonctionnement. Donc obligatoirement, l'usage d'une vidéo pour me présenter, pour décliner mon identité pro et être force de proposition,
Mais bien sûr, il faut le tenter, bien sûr. Et je pense que de plus en plus, ça va se faire. Et moi, j'ai envie de dire, ça me rassure, parce qu'à nouveau, on permet à l'humain d'exister dans sa singularité. Le CV, c'est quand même un outil qui est important. Je ne le remets pas du tout en cause. Mais c'est très technique, un CV. C'est simplement un état des lieux, j'ai envie de dire, de ma technicité, de mon savoir-faire. Vous êtes d'accord avec moi? La photo, c'est très statique. Alors, dès qu'on passe une vidéo, ce rapport à l'échange émotionnel, bien sûr qu'il existe et c'est un atout pour moi qui est majeur. Et ça redonne une place au facteur humain, à ce qui me rend singulière. Et ça, c'est extrêmement important pour un recrutement. Tout ce que l'on dit, on a l'impression que c'est une évidence finalement, ce retour à l'essentiel qu'est l'humain, mais du côté de l'employeur, du dirigeant, du chef d'entreprise, où pendant encore très longtemps, et même maintenant, le CV, c'est le sacerdoce, c'est encore quelque chose qui est très regardé. Mais il y a malgré tout de plus en plus de DRH, de responsables des ressources humaines qui nous disent, et même des startups qui se créent, d'ailleurs nous verrons cet après-midi avec We Change Up, une startup amiénoise créée par Marie-Pierre Crublet, que le CV, c'est plus vraiment trop ce qui est regardé, le parcours, les diplômes en fait, mais surtout ce côté, le profil, la personnalité de la personne. Est-ce que l'employeur, vraiment, c'est une prise de conscience phénoménale ou c'est encore à la marge? Alors, c'est rassurant, c'est en cours, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tout à l'heure, je vous disais que 62% des dirigeants et des cadres qui recrutent, finalement, vont s'attacher à ce fameux critère qu'on appelle différemment le mode de fonctionnement affirmatif, le savoir-être, les soft skills. Et c'est exactement ça. Voilà. Aujourd'hui, enfin moi, la première, depuis 27 ans maintenant, je dis toujours que le CV, c'est une clé d'entrée. Pour moi, ce qui va distinguer finalement des candidatures, c'est la lettre de motivation, parce que si on est 3 personnes avec le même niveau de formation et quasiment les mêmes années d'expérience, le choix est impossible. La lettre est le premier critère de sélection. Si on a une image de soi qui est confortable, je reviens à mon cœur de métier, si de là je peux manifester de l'estime de moi, ça sous-entend me reconnaître de la valeur. Avoir cette confiance qui est suffisamment musclée, je suis une femme affirmée. Obligatoirement, c'est un indicateur qui apparaît dans ma lettre de motivation. N'oublions pas une chose, la lettre de motivation, c'est la première fois où il y a l'expression de « je ». D'accord ? Le « je ». Et si j'arrive effectivement à ne pas faire du copier-coller avec des sites ou des magazines et à rendre ma lettre singulière, donc créer le phénomène de différence, on est d'accord, je vais bien sûr pouvoir créer une curiosité intellectuelle de me rencontrer. Donc moi, je suis tout à fait d'accord que c'est vrai, ça reste qu'un support, mais n'oublions jamais, le CV, c'est technique. La lettre, c'est la première fois qu'il y a un indicateur sur ma ressource et mon mode de fonctionnement, et n'oublions jamais que c'est moi, Sophie, l'humain, qui produit une activité. On peut être 5 femmes avec un même BTS en secrétariat. Dans la résultante, dans la pratique, je reviens à mon sujet, d'accord, mon degré d'affirmation, ce facteur humain, c'est moi qui produis. Et dans le rapport à la productivité, quelle que soit mon activité, l'impact, eh bien, en fonction de mon mode de fonctionnement. Exactement. Et c'est pour ça que finalement, on peut s'interroger, mais maintenant c'est bien parce qu'on s'interroge et on a des réponses adaptées. Voilà. Comment on a pu occulter pendant toutes ces années ce facteur humain, le mode de fonctionnement de la personne, vous l'avez bien dit, Kaltoum, qui est en fait le curseur d'une organisation professionnelle, et je vais me faire plaisir, d'une cohésion sociale, bien sûr. Bien sûr, parfaitement. Alors, dernière question pour moi, et ensuite il y a il y a Sandrine, l'amie qui me dit, pensez-vous que sur les CV, les soft skills deviennent plus importants au regard de l'employeur que les diplômes? Vous l'avez un peu dit déjà. Alors par contre, je vais rajouter quelque chose. Je ne suis pas convaincue, et après c'est que mon avis, donc voilà, je ne suis pas convaincue que les soft skills, alors après on pourrait dire autrement, parce que voilà, on pourrait dire, voilà, je ne suis pas convaincue que ça doit apparaître sur le CV. Je pense qu'on a tout intérêt, si vous voulez, à mettre en valeur ce qui est vraiment lié à notre mode de fonctionnement, à notre posture professionnelle dans la lettre de motivation. D'après moi, c'est plus approprié. Question encore très concrète et intéressante de Dorothée Berland qui vous demande, que pensez-vous quand dans un recrutement, le recruteur coupe sa caméra?
Quand un recruteur coupe sa caméra, c'est-à-dire eh ben, je pense que madame peut-être ou quelqu'un passe un recrutement en visio et l'employeur ne montre pas son visage, si je comprends bien. Peut-être que Dorothée peut compléter. D'accord, donc ça veut dire qu'il reçoit madame et que lui, il n'est pas visible. Voilà, c'est ça. Ben, en fait, j'ai envie de vous dire, on peut imaginer aussi que pour nous, quand on est en recrutement, c'est pas toujours facile. On peut générer du stress qui est tout à fait légitime, stress avec lequel on doit apprendre à cohabiter parce qu'il est légitime. Mais on peut imaginer que pour le recruteur, être dans un rapport de face à face, c'est pas toujours non plus confortable. C'est pas parce qu'on est recruteur qu'on est systématiquement affirmé. C'est bien ce qui fait parfois dommage justement au recrutement. Alors, je vais vous quitter dans quelques secondes parce que je vais participer, mais vous restez encore un quart d'heure avec Pascal qui va modérer vos questions. Moi, j'en ai une dernière pour vous, Sophie Kazianowski. Vous m'aviez dit, en préparant ce webinaire, vous m'aviez dit que la matrice principale pour tout, c'est l'humain. Et que l'humain, il faut l'entretenir. Qu'il y a des logiciels pour tout, mais pour l'humain, qu'en est-il? Alors justement, une fois que ce savoir-être est bien établi, comment l'employeur prend-il soin, soigne-t-il sa recrue? En fait, la réponse est simple. Après la phase de diag, si vous voulez, il y a une période d'activité sur la posture professionnelle. Et après, on peut se rendre compte que ça fait partie des prérequis que l'employeur va intégrer à chaque entretien annuel. Donc ça, c'est important. Et puis après, étant donné que quand on a fini une mission, si vous voulez, il y a des axes de progrès qui ont été actés et validés, le collaborateur est en capacité par lui-même de réinterpeller son dirigeant qui est ouvert à cette démarche s'il rencontre un autre inconfort propre à l'affirmation personnelle qui détermine sa posture pro. Une fois que c'est devenu, si vous voulez, un des critères de formation dans une organisation pro, on en parle. Parce que vous soulignez quelque chose d'important, Kaltoum. Avant de parler d'une difficulté de l'affirmation de soi, parce que c'est comme ça que c'est exprimé en entreprise, on n'osait pas. On avait l'impression que c'était une faille. Maintenant, on ne le vit plus comme une faille. De toute façon, depuis la scolarité, on aurait dû nous en parler pour que justement, on n'ait pas intégré comme une faille. Depuis la scolarité, on aurait dû l'intégrer pour que finalement, ce soit une difficulté du même ordre que le vocabulaire en anglais, comme vous le dites si bien, pour entretenir. On ne l'a pas fait très tôt. Donc aujourd'hui, chez nous, c'est plus complexe dans notre pays, effectivement, de l'aborder en tant que tel. Mais dès qu'une entreprise s'ouvre à cette démarche, ça reste un indicateur de progrès dans l'entreprise ou dans la collectivité. Très bien. Pascal et Sophie, je vais vous laisser avec cette dernière intervention de Dorothée Berland qui nous dit à juste titre, l'humain a besoin d'investir sur lui pour développer son potentiel, pour mieux se valoriser à ses yeux et aux yeux des autres. Cela passe par la connaissance de soi et de ses valeurs. Qu'en pensez-vous? Et moi, je vous invite dans une demi-heure à me rejoindre sur la table ronde Rebondir ensemble face à la crise, organisée donc par l'UTC. À bientôt Sophie, Pascal. À bientôt Kaltoum. Bon courage. Et bravo. Au revoir. Au revoir. Au revoir Kaltoum, merci. Sophie, je suis avec vous. D'accord Pascal. Alors par rapport à cette question, oui. Je suis tout à fait d'accord sur le fait que tout part de la connaissance de soi pour développer son potentiel à ses yeux et aux yeux des autres, si je reprends ce qui a été exprimé préalablement. Oui. J'ai envie de dire que tout part de la connaissance de soi à ses yeux d'abord, avant de parler des autres. Pour prendre conscience de mon potentiel, effectivement, vous avez raison, il faut pouvoir être en accord avec l'image qu'on a de soi. C'est l'élément déterminant parce qu'en fait, tant que l'image de soi n'est pas confortable, comme le dit ce participant, mon rapport à l'autre est complexifié. Je vais avoir beaucoup d'appréhensions dans la relation à l'autre qui ne sont pas justifiées et qui vont nous priver d'une relation constructive, que ce soit dans l'entreprise ou dans toutes les relations qu'on peut entreprendre dans le cadre d'une transition. Ça va devenir une préoccupation. Tant que le rapport à l'image de moi n'est pas confortable, je suis conditionnée par le regard de l'autre et ça me prive de ma liberté.
de me positionner en entreprise ou dans le cadre d'une transition. Très bien, merci. Est-ce que vous avez des pistes, des conseils à donner à nos participants justement pour travailler cette image de soi Ben, je pense que déjà, ce que vous dites, Pascal, pour travailler cette image de soi, c'est déjà en fait une grande avancée si on commence par je dois travailler sur l'image que j'entretiens avec moi pour renouer avec une meilleure estime et développer de la confiance. C'est énorme ce que vous venez de dire. Parce que la plupart du temps, quand les gens viennent au cabinet ou quand je suis effectivement en accompagnement cadre et tout public confondu finalement, les gens expriment je manque de confiance, j'ai un problème de confiance, j'ai perdu confiance, comme si c'était la clé d'entrée pour travailler sur une meilleure connaissance de soi et pouvoir, comme dit cette dame, développer mon potentiel. Vous voyez, dès le départ, en fait, ce qui est nommé, c'est la confiance en soi. Donc c'est vrai que c'est un ressenti qui existe, qu'il soit effectivement confortable ou inconfortable, mais effectivement, vous l'avez bien dit, Pascal, la première étape du travail qu'on doit conduire pour développer notre potentiel, comme dit cette dame, c'est vraiment un travail qui est lié au rapport qu'on entretient avec l'image de soi. Et ça, c'est pas évident, parce que c'est pas un réflexe, parce qu'on ne nous l'a pas peut-être, on nous a pas sensibilisés très tôt, si vous voulez. On aurait même pu nous sensibiliser en milieu scolaire, quand on sait ô combien dans notre croissance émotionnelle d'enfant, d'adolescent, c'est normal d'avoir des inconforts au niveau de l'image de soi, de l'estime de soi et de la confiance en soi. Peut-être que si on nous avait sensibilisés très très tôt, juste sensibilisés sur la connaissance de soi, ça aurait même pu peut-être améliorer notre qualité d'apprentissage en milieu scolaire et en formation, et puis surtout les relations qu'on entretient avec le corps enseignant, les formateurs, et puis les relations qu'on entretient avec les étudiants ou des stagiaires de la formation professionnelle. Et de là, on aurait pu arriver dans le monde du travail avec un atout majeur, comme dit cette dame, je suis tout à fait d'accord, sur une meilleure connaissance de soi, donc un positionnement dans le monde du travail ou en situation de reconversion beaucoup plus confortable pour soi. Et dès que c'est plus confortable pour soi, systématiquement, ça le devient pour l'autre. Oui. Alors, j'allais dire en complément, si on n'a pas eu, comme vous évoquez, ces occasions de travailler la confiance en soi dans son enfance, d'éducation initiale ou après des formations, à mon sens, il est toujours temps. Et moi, je vois une clé dans l'action, c'est-à-dire quand on est en transition, on est dans une situation, en fait, on était dans le monde professionnel, on était dans l'action, on faisait même des choses par automatisme. Et on ne s'en rendait pas forcément compte. On le réalise quand on est à l'arrêt professionnellement. Donc, moi, je vois la clé de se remettre dans l'action dans des structures qui ne sont pas forcément professionnelles, dans des structures où on fait du bénévolat, pour se retrouver dans des situations qu'on peut après analyser et on peut avancer. Et s'entourer de personnes ressources qui vont nous aider à ce travail et cette réflexion sur l'action. Qu'est-ce que vous en pensez ? Alors, je vais reprendre deux choses, Pascal. Je vais vous chagriner un tout petit peu. Ça ne va pas durer longtemps, mais vous voyez, vous-même, vous parlez de confiance en soi, alors qu'on devrait nous apprendre à parler de l'affirmation de soi, qui, en fait, rassemble une mécanique qui est propre à l'image de soi, l'estime de soi et la confiance en soi. Donc, vous voyez, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. Tous, en fait, depuis qu'on est très jeune, on a parlé de confiance, voire même très jeune, on nous a dit, Sophie, mais donc vous manquez de confiance, bossez votre confiance. Sur un manque, je ne peux pas bosser ma confiance. Voir quelqu'un d'autre dit je n'ai pas confiance et on va lui dire bosse ta confiance, il va nous dire j'en ai pas, comment veux-tu que je capitalise? Et vous voyez, c'est un réflexe que l'on a tous intégré, on parle systématiquement tout de suite du rapport à la confiance comme si c'était, comme je disais tout à l'heure, un petit satellite tout seul. C'est très très réducteur. Parce que face à un inconfort de la confiance, en manque ou en absence, vous avez bien compris, on n'a pas de prise sur la confiance. Il faut bien intégrer que c'est un travail sur l'image de soi qui détermine le rapport à l'estime, qui va me permettre d'augmenter finalement mon rapport à la confiance. Donc ça, c'est très important pour chacun d'entre nous dans la connaissance de soi, comme disait la personne qui a soulevé une dernière question. Dans la connaissance de soi, tout part du rapport qu'on entretient à l'image de soi qui déterminera après le rapport à la confiance. Ça, c'est le premier point. Après, effectivement, vous avez raison quand vous soulignez l'action. Et si vous voulez, quand on souligne l'action, comme le dit effectivement votre thématique, rebond cadre, donc rebondir. Pour moi, rebondir et être dans l'action,
il faut que je sois un minima affirmé. Oui. Voilà. Et ça, si vous voulez, aujourd'hui, je pense qu'il y a une difficulté qui n'est pas encore bien identifiée. C'est dès, vous l'avez dit, que je sors du monde du travail, je suis cadre, je sors du monde du travail. Toute personne qui sort du monde du travail, qui est privée de l'emploi, est bien sûr privée du phénomène d'appartenance et de reconnaissance, multiplié par 5, d'accord? Si on en a le temps, je peux en parler après. Et de là, obligatoirement, cette perte d'appartenance et de reconnaissance vient bien sûr fragiliser le rapport que j'entretiens à l'image de moi, à l'estime de moi, et de là à la confiance en moi. Oui. Dès que je suis fragilisée, vous avez raison, moi je le conseille souvent, d'entreprendre une démarche de bénévolat où on va renouer avec 4 piliers d'appartenance sur 5. Oui. Mais en dehors d'être dans une action, ça je vous rejoins, il faut absolument le faire, il faut aussi avoir une compréhension, comme disait la dernière des personnes qui a posé la question, sur la connaissance de soi. Il faut comprendre qu'est-ce qui a provoqué chez moi à un moment donné cet inconfort lié à la confiance. C'est parce que je suis privée de l'emploi et au niveau de mon identité sociale, Sophie, par exemple, il n'y a plus de perte d'appartenance et de reconnaissance, mettons au groupe La Poste, par exemple. De là, il y a une deuxième perte d'appartenance et de reconnaissance à un service, appartenance-service, reconnaissance dans mon savoir-faire, sentiment d'utilité. Troisième perte d'appartenance à la masse salariale et reconnaissance dans le lien social qui est là et plutôt lié à la convivialité qu'on peut avoir en entreprise. Quatrième perte d'appartenance, c'est effectivement l'expression de ma fiche de paie qui me dit tu appartiens au groupe La Poste, tu es reconnu par ta récompense salaire. Cinquième perte d'appartenance, provoquée par la perte de mon salaire, qui systématiquement me cristallise sur une perte d'appartenance au marché de la conso, appartenance, et je ne suis plus reconnue consommatrice vu que je ne suis plus dans la possibilité, sur des besoins primaires, de répondre à mes besoins et choisir. Donc on est vraiment très loin d'imaginer à quel point, dès qu'on est hors finalement du monde du travail, même si on le choisit pour une reconversion, voilà, on peut être heurté dans le rapport à l'image de soi, bien sûr. Oui. Alors, il nous reste 3 minutes. Je précise d'ores et déjà à nos participants que les réponses auxquelles on n'a pas pu répondre, ils pourront vous les poser hors webinaire, puisqu'on mettra vos coordonnées bien sûr. La slide de fin. Par rapport à ce qu'on vient d'évoquer, alors les piliers de l'appartenance, je suis questionnée par Evelyne dessus, vous les avez évoqués. En fait, il y a Pierrette en fait, qui se pose la question, elle approche de la retraite à 2-3 ans, et est-ce que ce n'est pas un barrage pour l'embauche? Alors, en étant très juste avec ma réponse, je ne pense pas. Pourquoi? Alors, c'est une réponse qui est très pragmatique, tout simplement parce que l'âge de la retraite, effectivement, évolue et va encore évoluer. Donc ça, c'est... Voilà. Et puis après, il y a aussi, ça c'est pas vraiment mon domaine, une manne d'emploi que l'on qualifie de senior, sur lesquels il faut peut-être s'interroger. On revient, j'imagine, probablement à tout ce qu'on a évoqué pendant le webinaire, sur aussi des questionnements sur l'image de soi, sur tous ces aspects-là que vous avez évoqués, et qui peuvent être des Pierrettes, en fait, aussi dans cette vie. Oui, alors je pense que oui, mais d'abord, il faut être convaincu qu'aujourd'hui, effectivement, par rapport au marché de l'emploi, le rapport à l'âge n'est pas tout à fait le même, parce qu'effectivement, notre âge de retraite a reculé, donc ça, c'est un facteur et un élément qu'il faut prendre en compte. Et c'est vrai que si nous, on intègre que mon âge est un frein, obligatoirement, vous avez raison Pascal, dans le cas d'un recrutement, sans le vouloir, je peux moi-même dénigrer finalement mon positionnement. Très bien. Donc, c'est vrai que ça peut effectivement poser question, mais ça ne doit pas entraver notre capacité à prendre la parole dans un entretien, oui. Parce que aussi l'expérience peut aussi être un atout majeur à présenter à l'employeur dès l'introduction, j'ai envie de dire, de l'entretien. Oui. Aujourd'hui, Pierrette, elle a effectivement un atout majeur qui est effectivement cette expérience et aussi elle n'aura plus de congé maternité, elle a certainement une gestion des priorités qui est totalement différente comme moi-même, et donc de là, effectivement, ce sont aussi des atouts à mettre en avant
En termes de disponibilité mentale, vous savez pour moi que c'est totalement, comme moi, c'est totalement différent. Et on sait aussi que par rapport aujourd'hui, malgré tout, aux jeunes, on se pose beaucoup de questions par rapport à cette jeunesse qui est très marquée par notre crise. Peut-être qu'on va revenir à des situations qui seraient des tutorats, et on a bien compris que pour être tutoré, il faut quelqu'un qui soit un puits de connaissances et qui ait cette capacité d'accueil dans la bienveillance d'un jeune. Peut-être, mais en tout cas, ça je ne sais pas. Mais en tout cas, l'âge, si moi je l'intègre comme étant un frein, ça va se ressentir dans l'expression de ma motivation sur un poste. Ça, c'est évident. Oui, tout à fait. Merci beaucoup, Sophie. On arrive à la fin de ce webinaire. D'accord. Je vous remercie. Merci pour tout. Et du coup, je vais mettre la slide qui présente vos coordonnées. Si les participants veulent vous poser des dernières questions auxquelles on n'a pas eu matériellement le temps de répondre. Je remercie tous nos participants aussi. Et je vais vous soumettre en fait aux participants un petit sondage qui est tout à fait anonyme. C'est 3 questions très rapides. Donc, si vous pouvez y répondre, je vous remercie. Donc voilà, Sophie, je vous souhaite une très belle journée. Je vous remercie, je suis ravie d'avoir participé. Et puis effectivement, vous pouvez poser toutes les questions que vous voulez sur mon adresse mail et je reviendrai vers vous. Merci, bonne journée, bon salon et à bientôt. Merci, à bientôt. Au revoir. Au revoir. Bonjour, bonjour.